Le 20 février 2020, courriel de Sonia Haït Taleb à Hamid Haït Taleb. Papa est mort. « 22 mai 2020. Cher Mohan Saïd, je n'ai pas attendu ta mort pour vouloir t'écrire. Dans quelle langue s'adresser à toi, mon pauvre père? En kabyle? À piocher dans des expressions plus anciennes que les ruines de Tipaza? J'aimerais juste te parler simplement. Seuls les idiots cherchent les racines du brouillard, dit un proverbe de nos montagnes. Mais voilà, c'est en français que je t'écris, dans la langue d'Albert Camus. Tu te souviens de lui? J'en doute, car tu n'avais que 2 ou 3 ans lors de sa visite en Kabylie. Ta mémoire est sans doute bien plus marquée par les morsures de chiens errants et le ruissellement putride le long des Gourbis. C'était en 1939. Albert Camus, qui n'avait que 25 ans, était un brave jeune homme, né lui aussi dans le Constantinois, dans un bled nommé Mondovi, près de l'actuel Annaba. Il a grandi ensuite dans le quartier pauvre de Bellecour, a joué au foot avec les gosses des rues d'Alger. Et avec le soleil, qui a continué de briller dans ses yeux d'adolescent, il a été un grand séducteur. Tu aurais dû t'amuser toi aussi, courir les filles au lieu de te marier, avec plus tard le fardeau de tant d'enfants sur tes épaules et l'usine, l'ombre de ces hauts fourneaux qui rendent les hommes si minuscules. Casse pas le matériel. Une de tes rares réprimandes. En français. Où avais-tu appris ces mots? L'ombre de l'usine n'était jamais très loin. Comme toi, Albert a aimé l'Algérie jusqu'à son dernier souffle. Lui n'y est pas enterré. Pourtant, son ciel bleu éclatant, il l'a admiré pendant toute sa jeunesse. Je te demande pardon si mes souvenirs t'ont parfois dépeint comme un ogre colérique. La véritable violence se joue au berceau. Pour survivre, tu as dû te nourrir de racines, puis te déraciner. Quant à la tyrannie du ventre vide, il n'y a guère que l'école pour lui résister. La faim s'arrête-t-elle vraiment une fois le vide de l'estomac comblé? Ou est-ce un ogre intérieur qui jamais ne sera repu et qui, une fois logé dans nos peurs les plus profondes, finit par nous dévorer l'esprit comme les entrailles? Je repense à toi, qui avalais ton casse-croûte, la bouche grande ouverte, ne prenant pas même le temps de mastiquer, à t'en étouffer. Mais enfant, déjà, je sentais bien que ton empressement compulsif avait une histoire. J'étais aussi né de ton ventre d'homme, un ventre d'affamé. Albert Camus, qui n'a jamais oublié la Kabylie, a obtenu le prix Nobel de littérature le 10 décembre 1957. Et c'est en pensée avec toi qu'il a salué le roi de Suède et la prestigieuse Académie du haut d'une estrade. C'est toute l'Algérie, au malheur incessant, qui a reçu le diplôme et la médaille. Les mères, au courage de Lyon, les gamins pauvres de Bellecour, les petits Kabyles qui mouraient de faim en 1939, c'était à tout ce peuple que revenaient les applaudissements. Pour ta part, après 24 ans à l'usine, tu as reçu un certificat de travail délivré le 8 mars 1992, dernier jour à la Société métallurgique de Normandie, la SMN, la veille de ton 50e anniversaire, quelques mois avant la fermeture définitive. Si tu étais si attaché à ta carte d'ouvrier, c'est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé de tout titre de propriété comme de citoyenneté, tu n'auras connu
que des titres de transport et des titres de résidence. Le titre en latin veut dire l'inscription. Et si tu étais bien inscrit quelque part, en tout petit, ce n'était hélas que pour t'effacer. Tu as figuré sur l'interminable liste d'hommes à broyer au travail, comme tant d'autres avant toi à malaxer dans les tranchées. Je repense au mot de Jean Giono dans Refus d'obéissance. J'ai été un soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans dans les régiments de montagnards. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin, quand il ne restait plus que quelques-uns au fond comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois et 100 fois d'hommes. Et 100 fois, on est allé le filer sous la meule. Je viens de recevoir du service des archives d'ArcelorMittal France, à qui je l'avais demandé, ton dossier à la SNN. Le formulaire est en tête. SNN, service du personnel, indique qu'en arrivant en France en 1963, moins d'1 an après l'indépendance, tu as commencé comme manœuvre dans l'entreprise de câbles Lestin, avant de continuer jusqu'à 1968 dans le bâtiment chez Chrétien. Puis tu as rejoint l'usine en mai 1968, la SNN. Tu résidais au foyer des travailleurs rue Louis Robillard à Caen. Et sur une carte en ligne, je constate que cette rue est située dans le quartier de la Grâce de Dieu, à quelques minutes à pied de la rue Charles de Foucault. À la rubrique formation scolaire et professionnelle, on trouve le mot illettré. Le dossier comporte quelques permissions, comme celle pour se marier en Algérie du 8 août au 1er octobre 1970, avec toujours sur les bulletins des appréciations scolaires du chef de service, bien ou bon élément. Et dans une fiche d'état civil jointe, au dossier figurent les noms de tes parents, Abdallah Ben Ammar Aït Taleb et Kulthum Bahloul. J'ai aussi trouvé une lettre manuscrite d'Algérie, écrite sans doute par un proche sous la dictée en date du 16 septembre 1974 et adressée au chef du personnel. Tu lui demandes un prêt en raison des frais exorbitants des papiers et du voyage pour 3 personnes. Tu demandes une avance de 150 000 anciens francs, ce qui correspond en 2020 à presque 1 200 €, environ 6 semaines de salaire de l'époque, et tu termines en précisant que c'est de toute urgence, avec 2 S. Une ligne tracée en diagonale sépare le texte et l'adresse à Akdou. Les 3 personnes en question sont bien sûr toi, ton épouse enceinte, et votre fille de 3 ans, Kulthum. Tu étais très croyant. Tu ne connaissais pas grand-chose à la théologie. Ta foi reposait sur les valeurs de droiture, de charité et sur un profond fatalisme. Avant de te coucher, tu priais sur un petit tapis récitant la Fatiha, les versets du Coran. Yemma, elle, ne pratiquait pas vraiment et n'avait jamais porté le voile, sauf à de rares occasions, usant plutôt d'un foulard fleuri pour se protéger du vent. Jamais comme un quelconque signe des appartenances religieuses. Tu étais du reste comme elle devant l'écran de télévision, horrifié par le sort des femmes iraniennes entièrement recouvertes d'un tissu noir. Et maman, qui ne parlait pas l'arabe, fréquentait des femmes kabyles qui se souciaient, elles aussi, davantage des provisions que de la direction de la Mecque. Je me souviens de l'une d'elles qui portait un tatouage de poisson sur le menton, marque sans doute d'une chrétienté oubliée. C'était une foi bienveillante et qui ne se servait pas de sourate comme d'un arsenal. Le jour de mes 40 ans, le 6 juin 2019, alors que je participais à un colloque à Aix-en-Provence, nous visitâmes la maison de Cézanne. La vue de la montagne Sainte-Victoire
qui avait tant inspiré le peintre, me transportait vers d'autres montagnes. 40 ans séparaient la visite d'Albert Camus dans les villages miséreux et ma naissance en Kabylie. 40 ans séparaient le débarquement en Normandie et mes promenades d'enfants sur les plages du Didé. 40 ans séparaient l'indépendance de l'Algérie, ton arrivée en France, et mon exil à Paris. Sonia m'a informé par courriel que les docteurs n'avaient donné que quelques mois à vivre, le cancer s'étant propagé. Un cancer du côlon. Pour un indigène, tu ne manques pas d'humour. Je chassais de l'eau sans peine la dernière image que j'avais de toi lors de notre dernière conversation. Toi, qui faisais chambre à part depuis longtemps, tu te préparais à dormir dans le salon. Il était tard, mais avant mon départ, tu me demandais en kabyle, presque en chuchotant, si la rumeur était fondée. Je t'affirmais par pudeur que je n'avais pas l'intention de me marier, ce qui revenait à te dire oui. Tu me demandais si quelqu'un me forçait, ou si c'était pour de l'argent. 2 questions qui résumaient ta vision de l'homosexualité, le viol et la prostitution. J'étais toutefois surpris de ta relative douceur. Tu ne me jugeais pas. Mais je te sentais désemparé, comme si mes jours étaient comptés. Ton visage portait toute l'agonie du monde. Nous étions cernés par les serpents de la rumeur. Et toi qui avais déjà subi toutes sortes de morsures, tu ne pouvais pas te tromper. Je te voyais pour la dernière fois de ma vie. Je ne voulais pas revoir ton visage, tordu de douleur, de Lahakoun perdant ses fils, ni celui de tes fils perdant leur père. Sonia m'a relancé maintes fois. Je me réveillais souvent en larmes, et tous les jours au siège de Milan, où je dirigeais de nouveau les ressources humaines de toute l'Europe à Dubaï, je continuais de sourire. Un Xavier Leclerc n'avait pas le spleen de l'exil. Avec un nom pareil, on ne peut avoir que des contrariétés de bourgeois. Un Xavier Leclerc a des proches qu'il retrouve pour le réveillon ou au baptême d'une petite nièce. Il ne pourrait être rejeté par ses grands frères au motif de je ne sais quel déshonneur. Je n'ai à leur endroit pas l'ombre d'une rancœur. Nous étions si jeunes. Comment auraient-ils pu gérer autrement ce qu'ils avaient perçu en moi comme une menace pour ce que nous avions de plus cher, notre honneur? Je leur souhaite d'être heureux, et comme moi d'avoir vaincu l'ogre de la faim dont nous avons tous hérité. Tu dois être fier de tous tes enfants, de ce que tu as accompli, pas seulement parce qu'ils sont diplômés, qu'ils occupent des postes de cadre, de trader ou que sais-je, mais parce que nous n'avons, malgré toutes nos différences, jamais oublié d'où nous venions et ce que nous devons au mot affamé que tu étais. Grâce à l'école, les livres et les mots m'ont construit, autant que d'autres mots, ceux de la faim et de la guerre, t'ont endurci les os, forgé l'esprit. Tu te souviens, gamin, quand tu n'avais pas de permis de transport de marchandises, que tu acheminais clandestinement au marché le charbon de bois à dos d'âne, risquant la prison? Quelle alternative avais-tu pour survivre? Plus jeune, tu es arrivé en France pour fonder une famille. Tu t'es sacrifié pour nous nourrir, toujours à trimballer ta gamelle de fer direction les hauts fourneaux. Tu t'es déraciné pour que tes enfants s'enracinent en France. Je suis donc devenu français au prix de ta vie que je ne renie pas. Au contraire. Quant à l'Algérie, comment l'oublier? Moi qui cherche son souffle, livre après livre. Toi qui, à cause de la barrière de la langue, n'as jamais été entendu, sache qu'il m'arrive aussi d'être incompris. Surtout depuis que j'ai changé de nom, ou plutôt parce que je l'ai traduit.
Les communautaristes me reprochent de m'assimiler, de trahir nos racines, eux qui vivent de la rente et du ressentiment comme des marchands de sable, qui louent des baraquements insalubres à leurs frères, une tape à l'épaule. D'autres questions plus subtiles viennent parfois d'amis bourgeois, qui n'ont jamais connu ni les contrôles d'identité, ni la discrimination à l'embauche ou au logement. Devrais-je, pour les satisfaire, garder mon nom au charme exotique, qu'ils exhiberaient gentiment comme un trophée de la diversité, non pas dans un zoo humain, mais en soirée mondaine, un verre à la main? Devrais-je rester un indigène ou un Français musulman, comme l'on disait à ton époque? Qui pourrait décemment m'en vouloir de relever la tête, d'effacer les frontières et de refuser l'assignation au gourbi mental? Tout cela me donne l'impression de ne pas parler la même langue. Et pourtant, comme je l'aime, la langue française, son peuple, sa terre aussi. Tu le sais bien, mon cher père, combien de génération en génération, nous l'avons labouré de notre sang et de notre sueur. Alors me retirer mon nom français, mon bout de terroir, ne serait-ce pas nous spolier encore et encore? Ne serait-ce pas, au fond, une expropriation culturelle? Longtemps, et aussi loin que je me souvienne, j'ai cru que tu étais fou. Pardonne-moi, vraiment. Et d'ailleurs, sans la rage que tu m'as léguée, je n'aurais jamais rien écrit. Non, ce qui m'a induit en erreur, ce ne sont pas tes emportements, mais ton silence. À vrai dire, cela m'était moins douloureux que d'admettre que nous avions en commun, durant toutes ces années, une profonde solitude. J'espère que tu reposes en paix. Je ne t'ai pas dit au revoir. Plutôt si. Ce soir lointain, il y a maintenant 20 ans, où tu avais pressenti l'orage bien malgré toi. Je suis assis sur les quais de Seine à griffonner mes dernières lignes. Le printemps est revenu, le fleuve est scintillant. Pas un nuage dans l'horizon bleu qui nous relie, toi et moi, et que j'accepte comme un don du ciel. Xavier.